Alors, merci Alain, merci à l'AFP et à l'AFA de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui est mon quotidien en tant que professionnel de santé et médecin et qui est le quotidien de bon nombre d'entre vous atteints de maladies chroniques. C'est un sujet, je dirais, majeur, hein, au centre des préoccupations des médecins, alors même que c'est peu enseigné à la faculté. Et finalement, c'est l'expérience médicale qui construit un petit peu les choses et qui permet de travailler et d'améliorer la relation médecin-patient, en sachant que cette relation, elle a beaucoup changé ces dernières années, et je dirais ces 2 journées, ce salon démontre bien d'ailleurs que les choses bougent. On mobilise énormément de patients, énormément d'entourage, et là, le fait que des associations de patients réalisent ce genre de journée et y invitent, on va dire, des médecins experts pour travailler et discuter avec vous, c'est le témoin, la preuve que les choses bougent et vont dans le bon sens. Alors, je suis très bavard, comme le sait Alain Olympie, quasi intarassable sur ce sujet, mais je vais essayer de tenir le temps. Donc, on va passer diapo suivant. Ça, c'est mes liens d'intérêt. Et je vais commencer par des résultats d'enquête, parce que concrètement, c'est important de connaître finalement le niveau de relation entre les médecins, est-ce qu'il y a eu des évolutions et quel est le niveau. Et donc on a la chance d'avoir 2 enquêtes, une qui a été faite par l'AFA et l'autre qui a été faite par l'AFP. Celle faite par l'AFA a été faite il y a une dizaine d'années et je l'ai coordonnée avec le docteur Tuca et le professeur Gendre, et je vais vous en montrer les principaux résultats. Dans cette enquête, alors je vois pas très bien, 2424 patients ont été inclus, une majorité de patients atteints de maladies de Crohn, à peu près 60%, et le reste est RCH. C'est des gens jeunes, en moyenne âgés d'une quarantaine d'années, et une petite prédominance féminine. Qu'est-ce que ça a montré? Alors, là j'ai vraiment des gros... Alors je vais peut-être me mettre par là, ce sera mieux. Donc la première chose, c'est l'annonce diagnostique. On va en parler après. Donc c'est, premièrement, l'angoisse liée à cette annonce, parce que finalement, il y a une méconnaissance de la maladie. Et donc on voit que la plupart des patients, plus de 60%, ça a généré finalement une angoisse, cette révélation. La deuxième chose, alors c'est un peu l'effet inverse, c'est enfin on met une étiquette sur ce que j'ai, parce que jusqu'à présent on ne savait pas trop ce que j'ai, et le fait de mettre une étiquette rassure, d'avoir une maladie et finalement une piste possible de prise en charge différente, ça peut rassurer. Et puis l'autre chose, évidemment, c'est l'espoir d'avoir des traitements qui vont améliorer la situation. Le vécu de la maladie, ça c'est important, c'est quasi constant chez les patients, 77%, c'est maintenir la vie la plus normale possible, l'activité. Donc vous voyez, 77%. S'imposer aussi des choses, c'est-à-dire qu'aller au-delà de ses limites, là aussi c'est 50% des gens. Demander de l'aide à l'entourage, le moins possible. 2 tiers des gens souhaitent assumer eux-mêmes leur pathologie plutôt que de faire appel à l'entourage. Et encore moins donc aux collègues, on va dire aux gens qui travaillent autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, on a demandé l'avis des patients, et puis on a aussi évalué un petit peu, disons, le ressenti des médecins, et on voit que bien souvent, il y a une surestimation par le corps médical du niveau d'information des patients. C'est-à-dire que à tous les niveaux, que ce soit sur la cause de la maladie, les évolutions possibles, on a l'impression que les médecins ont bien fait, que finalement ils ont fait leur annonce diagnostique et leur information, mais finalement de cela montre que finalement les patients ont plutôt une information qui est peut-être insuffisante. Et d'ailleurs ça pose la question, on va l'aborder tout à l'heure, de l'éducation thérapeutique, d'aller plus loin dans l'information, que peut-être que la consultation ne suffit pas à aborder tous les sujets. Alors la fatigue, c'est pas propre à la maladie inflammatoire intestinale, on la voit aussi dans les maladies rhumatismales, et ça c'est un symptôme majeur qui est assez désarmant
aussi parce que parfois le médecin constate cette fatigue alors même que la maladie ne paraît pas évolutive. C'est-à-dire qu'on n'a aucun marqueur objectif d'activité de la maladie, on ne comprendra pas très bien cette fatigue. Et d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, les patients font souvent appel à des thérapies complémentaires pour essayer de trouver des solutions à des symptômes difficiles à appréhender par les médecins. Et puis, alors ça c'est majeur aussi, la répercussion sur la vie quotidienne, que ce soit les loisirs, la vie professionnelle ou les études pour les plus jeunes, la vie familiale, la vie aussi affective ou amoureuse, ça c'est pas souvent abordé lors des consultations et c'est aussi important, notamment dans les maladies inflammatoires intestinales. Et tous ces symptômes, on le voit, toutes ces gènes sont majeurs quand on interroge directement les patients. Alors, de cette première étude là, qui date d'il y a quelques années, je pense que ça ne serait pas inintéressant de la refaire, mais je pense qu'on aurait sûrement à peu près les mêmes résultats. On peut dire que d'abord, la qualité de vie des patients est réellement altérée dans les maladies chroniques, et notamment dans les MICI. Deuxièmement, que globalement, il y a une bonne concordance entre le point de vue des médecins et des patients, mais qu'il y a sûrement une surestimation de la part des médecins du niveau d'information de leurs patients. Et puis, le niveau de fatigue est quelque chose d'assez constant qu'on voit pratiquement chez tous nos patients, qui parfois s'explique de façon évidente devant une poussée de la maladie, mais parfois on ne comprend pas très bien la cause de ces symptômes, de cette fatigue. L'autre étude est beaucoup plus récente, elle a été faite dans l'année précédente et par l'AFP. Et donc cette étude a porté sur 1164 patients, 85% de femmes, un peu plus âgées que dans les MICI, ce qui n'est pas étonnant, 58 ans en moyenne, et 85% d'entre eux avaient la polyarthrite rhumatoïde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 50% des patients étaient satisfaits, on va dire, des traitements, et notamment des biomédicaments qui avaient été proposés pour les soigner. Et ça rejoint un petit peu les patients atteints de MICI. 42% trouvaient que l'information n'était peut-être pas si transparente sur les traitements et leurs effets secondaires. 65% notamment trouvaient que voilà, on devait parler un peu plus des effets indésirables des traitements prescrits par les médecins et sans doute aussi peser avec eux le bénéfice-risque de toutes les stratégies. Et puis il y a des attentes des patients qui doivent être prises en compte, notamment sur les craintes d'évolution de la maladie, sur, on va le voir tout à l'heure dans la relation médecin-patient, le côté, on va dire, bienveillant, aidant, empathique du médecin. Et l'autre chose, alors qui est quasi constant et de plus en plus complexe pour nous à assumer, c'est la disponibilité. C'est le délai de rendez-vous pour voir un médecin. Ce n'est pas toujours facile à assumer. Et d'avoir un contact, d'avoir quelqu'un, c'est majeur quand on a une maladie chronique, surtout quand on sait qu'elle évolue par poussée imprévisible. Globalement, je dirais que la prise en charge médicale est considérée comme bonne dans ces maladies rhumatismales, puisque vous voyez que pratiquement la moitié des patients sont très satisfaits de leur prise en charge médicale et du rhumatologue. Il y a quand même des craintes sur, évidemment, l'évolution de la maladie, les médicaments, on va en parler, et 65%, donc on revient sur l'information, se juge insuffisamment informé. Et on ne prend pas assez en compte certaines dimensions dans la prise en charge des patients. Voilà, notamment dans les nouveaux médicaments, se sentir sûrement un peu plus soutenu dans la maladie, et les aspects, on va dire, importants, le travail, les assurances, ce dont d'ailleurs vous parlez régulièrement au niveau des associations, et qui
sont pas si simples que ça à aborder dans le timing, on va dire, d'une consultation médicale. Alors, on voit les préoccupations des patients sont majeures, elles bougent, hein, le niveau d'information des gens a globalement beaucoup progressé, et le docteur dans tout ça. Le docteur, lui, il y a eu pas mal de changements. Je dirais qu'il y a 3 points clés dont vous devez avoir conscience. C'est d'abord la démographie médicale qui a beaucoup changé. La deuxième chose, c'est la féminisation de la profession. Et la troisième chose, c'est la charge de travail des médecins. Alors, la démographie médicale, depuis 2010, il y a moins de docteurs en France. C'est comme ça, vous l'avez sûrement constaté. Parfois, on a du mal à trouver un médecin traitant. Rien qu'en région parisienne, hein, puisqu'on y est là actuellement, moins 10% de médecins généralistes. Et on parle tous les jours presque de déserts médicaux. Les déserts médicaux, d'ailleurs, ne sont pas forcément au fin fond du Cantal. On peut avoir des déserts médicaux dans nos banlieues. C'est pas facile. Donc la démographie diminue. La deuxième chose, la féminisation de la profession. Alors on est tous ravis d'avoir des collègues femmes, et là on voit très bien que les choses ont beaucoup bougé. Ça c'est l'exemple des gastro-entérologues. Il y a en France 3500 gastro-entérologues. Vous voyez que dans la pyramide des âges, là, on voit que pendant des années, c'était une grande majorité masculine, et là, la majorité, elle est féminine. 2/3 des gastro-entérologues sont des femmes, et c'est quelqu'un de plus célèbre que moi qui a dit que la femme est l'avenir de l'homme, et là, en tout cas en médecine, c'est clair, 2/3 de femmes. Et ça change beaucoup de choses. D'abord parce que, on l'a vu, on a interrogé nos internes, nos chefs de clinique. Bon nombre souhaitent travailler non pas à temps plein, mais à temps partiel. Et puis, après le travail, il y a une vie après le travail aussi qui existe. Et les gens, je pars quand la salle d'attente est vide, c'est fini ça. Vous avez vu, les médecins, il y a des horaires. Donc les choses bougent. Et la féminisation, on n'en prend pas assez en compte ce phénomène dans les calculs, on va dire, de démographie médicale. Et puis on l'a dit, le travail des médecins a changé, et je dirais d'abord la charge de travail a beaucoup changé. Elle a augmenté. Il y a des contraintes administratives importantes. Il y a aussi, on vient d'en parler, les déserts médicaux, c'est-à-dire que les patients sont confrontés à vraiment des difficultés à trouver même des remplaçants pour pouvoir partir en vacances ou en congrès. Et puis, j'ai été un peu plus vite, mais c'est pas grave, il y a aussi le poids financier des charges sociales et fiscales. Alors, c'est pas anodin, ça. Par exemple, à Paris, c'est très difficile pour un généraliste de s'installer à Paris. Parce que, alors les anciens médecins qui sont installés à Paris, mais les nouveaux, c'est très compliqué, parce que quand on voit le prix des loyers, ça devient quasi mission impossible de pouvoir assumer un cabinet médical. Et puis, il y a un problème de reconnaissance de la profession. Il y a aussi, je dirais, une perte d'autonomie dans les prescriptions, c'est-à-dire que maintenant, il y a des recommandations, puis il y a surtout des contrôles de prescription médicale. Et l'autonomie n'est pas si simple que ça. Parfois, l'assurance maladie fait, on va dire, des sondages et donne des statistiques aux médecins, et parfois les considère comme plutôt bons ou moins bons parce que déviants par rapport à la moyenne nationale. Ouais. Donc ça rend les choses compliquées. Et puis, en médecine, on est confronté à des situations parfois difficiles, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a de la souffrance, il y a de la mort aussi possible. C'est pas simple pour les médecins, notamment les jeunes médecins. Et puis il y a l'isolement professionnel qui joue. Et puis un autre élément, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes de dégradation dans les relations entre les médecins et les patients. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont là dans la salle, mais vous avez tous entendu parler de médecins qui se sont fait attaquer dans leur cabinet, ou de gens qui cassent tout aux urgences des hôpitaux. Voilà. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. La relation médecin-malade n'est pas si simple que ça. Et il y a des phénomènes de dégradation qui sont absolument inacceptables. Alors, va-t-on vers un équilibre dans cette relation ? Bien sûr, les choses bougent et elles doivent bouger. Et je dirais que l'équilibre, il est permanent. Depuis la nuit des temps, on fait de la médecine, il y a la relation médecin-malade, et c'est une alchimie très compliquée et précieuse à conserver.
Et là, je vais aborder différents éléments dans la relation qui montrent que les choses bougent. D'abord, l'annonce diagnostique, l'information, on va dire, du patient, le traitement, on va parler du médicament, de la chirurgie, un mot sur les essais thérapeutiques, un mot aussi sur le deuxième avis, les thérapies complémentaires que vous avez abordées ce matin, les associations de patients, je dirais un mot aussi, et l'éducation thérapeutique. Et si on a le temps, un petit mot sur la fin de vie, en tout cas, je répondrai les questions là-dessus. Alors l'annonce diagnostique, d'abord c'est une obligation éthique évidemment pour le médecin, et c'est dans la loi. C'est la loi de Kouchner du 4 mars 2002 qui impose un diagnostic, mais c'est un diagnostic où on doit tenir compte du patient. C'est-à-dire qu'on n'impose pas les choses comme ça, mais le patient a le droit à avoir l'information et a le droit d'ailleurs aussi, j'en parlais tout à l'heure à une dame, à accéder à la totalité de son dossier s'il le souhaite. Et dans cette relation médecin-patient, il y a parfois des médecins un peu knock qui inventent tout et n'importe quoi, et puis il y a des gens un peu péremptoires, c'est je sais tout. Voilà. Et la vérité, elle est entre les deux, notamment dans l'annonce diagnostique. C'est pas si simple pour un médecin d'aborder certains sujets, et donc il y a des médecins qui vont être très très scientifiques, très à distance, et d'autres très très empathiques, et la vérité elle est entre les deux. La vérité elle est entre les deux. Il ne faut pas être non plus trop fusionnel, mais il ne faut pas être non plus trop distant. Et c'est important d'avoir un équilibre, savoir s'aligner sur les préoccupations du patient, être à l'écoute du patient, savoir respecter le rythme du patient et savoir aussi s'assurer de la bonne compréhension de ce qui a été dit au patient. L'annonce, elle se fait par étapes, alors en sachant que parfois des mots, des phrases peuvent être retenues toute la vie. Donc ce qu'on dit est majeur, donc il faut faire attention à l'annonce et aux mots prononcés. On ne soigne pas, alors je le dis tout le temps aux étudiants en médecine, on ne soigne pas des maladies, mais bien des malades. Et donc il faut s'adapter, il faut que le discours soit adapté au patient, à son entourage, à son mode de vie. Et il faut aussi savoir ce que le patient sait déjà, et parfois le patient sait beaucoup de choses, parce qu'il a été sur Internet, et parfois il sait des choses, il a l'impression de savoir des choses, mais qui sont complètement fausses. Donc il faut, dans le dialogue, essayer de comprendre un peu ce qu'il sait, et surtout sortir des croyances aussi parfois. L'annonce ne doit pas être brutale, il faut se donner le temps, et il faut s'assurer, on l'a dit déjà, de la bonne compréhension, et parfois reformuler, trouver des mots pour bien comprendre, faire comprendre. C'est aussi un travail pluriprofessionnel, ce n'est pas que le travail du médecin, et on voit dans nos services le rôle des infirmières est majeur, et dans certaines pathologies, et c'est souhaitable, dans les maladies chroniques, il y a des infirmières de coordination qui peuvent aider à mieux faire passer le message et également aider au suivi des patients. Et puis il y a le médecin traitant qui a un rôle majeur aussi dans l'information des patients pour compléter cette information. Alors, moi je le fais tout le temps, je propose aux patients d'aller voir le site des associations de patients. Pourquoi ? Parce que comme plus de 90% des gens vont aller sur Internet, autant qu'ils commencent par un site où il n'y a pas de bêtises. Parce que sinon on est noyé. Si on tape polyarthrite rhumatoïde ou maladie de Crohn dans Google, on va tomber sur tout et n'importe quoi. Donc autant commencer par des sites où il n'y a pas de bêtises. Des sites d'ailleurs où on peut être occupé de nombreuses soirées avant d'aller voir ailleurs. Et puis il faut procéder par étapes, laisser aux patients le temps, on va dire, de métaboliser un petit peu les choses. Alors, il y a des erreurs à ne pas commettre, c'est le diagnostic au téléphone ou l'entre-deux portes. Alors j'ai pas le temps, mais voilà, vous avez ça, on verra plus tard. Ça c'est vraiment catastrophique. Ne pas non plus noyer l'info au milieu d'un tas de choses qui fait que les gens ne retiennent rien. Il faut savoir prononcer les mots. Il ne faut pas être trop distant ni trop scientifique, on l'a dit. Ne pas faire un cours de médecine aussi. Ce n'est pas un cours de médecine qu'il faut faire aux patients, loin de là. Et puis, il faut avoir un certain degré d'empathie, mais pas devenir fusionnel.
La confiance, c'est important, la confiance du patient, et puis il faut surtout demander aux gens leur personne de confiance aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est savoir qui contacter si un jour on a besoin de prendre des décisions majeures et que le patient lui-même n'est pas capable de donner son avis. Alors moi je dis, c'est majeur, ne jamais oublier le médecin traitant. Alors on voit dans les maladies chroniques, avec les traitements modernes, complexes, parfois les biothérapies, certes les médecins ne sont pas toujours très à l'aise avec ces molécules, leur posologie, leurs effets indésirables, mais ça reste le médecin traitant, ça reste sa personne de premier recours qu'on va voir quand on a mal au ventre, quand on a mal à la tête, et c'est majeur sur le rationnel avec le médecin traitant. Lui a été formé, il est médecin, il est capable de vous dire si un jour vous avez mal au ventre, si vous pouvez rester à la maison avec un traitement symptomatique ou s'il faut aller d'urgence à l'hôpital. Voilà, ça il est capable de le faire. Et puis le deuxième avis, je vais y venir. Alors je crois que ça c'est important, il faut éviter de s'opposer au deuxième avis, ça n'a aucun sens. Hein. Au contraire, je pense que clairement, de toute façon, si on s'y oppose, les gens iront voir ailleurs, de toute façon. Et puis les grands principes, donc pas de mensonges. Hein. Alors moi, quand j'ai appris la médecine, j'ai été éduqué dans le mensonge. C'est comme ça qu'on apprenait en disant, mais l'idée de nos maîtres, c'était de dire, on va quand même pas imposer ça au patient, le pauvre. Il a déjà un cancer, si on lui dit qu'il a un cancer, voilà. Donc le médecin a l'épaule assez large pour prendre ça sur lui. Alors, c'est pas si vieux que ça, hein, et là les choses ont beaucoup changé et on évite complètement les mensonges. C'est bien aussi d'avoir une personne de l'entourage lors de la consultation, surtout quand on fait une annonce. Il faut respecter les mécanismes de défense du patient et ne pas, je dirais, imposer, dire voilà, vous avez un cancer métastatique. Les gens, parfois, on le sent, ne souhaitent pas avoir ce type d'information. Et donc, il faut respecter parfois, et ce n'est pas évident, le désir de non-information de la part des patients. Bannir évidemment le cours de médecine, le jargon médical incompréhensible. Éviter de banaliser en disant bah, vous n'avez que ça, finalement, c'est pas si grave, hein, vous avez qu'une RCH forme gauche, hein, c'est pas si ça, voilà, ça il faut éviter. Et il faut évidemment rassurer et prendre le temps. Et pensez surtout que quand on a un diagnostic comme ça, bah, ça change la vie des gens. On rentre dans une autre dimension, une autre façon de voir l'existence, on rentre dans une maladie chronique. Et clairement, le rêve des gens, c'est plutôt de revenir en arrière et de retrouver une vie la plus normale possible. Donc finalement, il n'y a pas de vraie bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et il y a sûrement quand même des meilleures façons que d'autres. Et en tout cas, c'est pas je dirais, rien n'est écrit d'avance. On s'adapte aux patients. Voilà. Et ça s'apprend avec l'expérience médicale. Deuxièmement, ces maladies sont des maladies chroniques, invalidantes, et il faut construire, avec l'aide parfois des associations, des dispositifs d'annonce du diagnostic qui sont respectueux du patient et des mécanismes de défense qu'il peut mettre en place. Alors, dans la relation médecin-patient, le médicament est au centre de la relation et surtout de nos jours, c'est compliqué. Il y a eu des scandales autour du médicament. Alors, le Mediator, tout le monde a entendu parler du Mediator. Et évidemment, méfiance. Quand on parle d'un médicament, c'est tout de suite méfiance. Effet indésirable, qu'est-ce qui va se passer? Et encore plus récemment, il y a eu le cas du Levothyrox, hein, où là, on a carrément infantilisé les gens. Enfin, en France en tout cas, parce ça dépend un peu des pays. Il y a des pays où on a expliqué que ce n'était pas la même chose et qu'on pouvait observer des choses bizarres. Donc en France, on se dit, bon, finalement, il ne faut pas en dire de trop, comme ça, il n'y aura pas de souci. Mais pas de chance, il y a eu des soucis autour de ce produit. Donc on voit que les médicaments, c'est pas facile, et clairement, l'ordonnance de médicaments, c'est pas quelques mots, une signature. Ça doit être des explications. Et si on veut d'ailleurs qu'il y ait une adhérence au traitement, il faut expliquer le pourquoi et le comment et le bénéfice-risque de toutes nos stratégies.
Si le patient comprend le bénéfice et pense en son fort intérieur que le bénéfice est supérieur au risque, il va suivre le traitement. Et la deuxième chose, c'est ça, c'est de vérifier l'observance. Et alors, on peut croire au début, en tout cas quand j'étais jeune médecin, moi je pensais que quand j'avais prescrit un comprimé 3 fois par jour, les gens le prenaient régulièrement, mais quand on vérifie l'observance, c'est pas ça du tout. Et on est bien content quand les gens prennent le médicament, alors on dit 80% de la dose, 80% du temps. Et parfois, si on n'interroge pas les gens, clairement, en laissant, non pas vous prenez bien vos médicaments, mais en étant plus ouvert, on s'aperçoit que parfois il y a des grosses surprises et que les gens ont abandonné ou non le traitement. Donc l'observance, c'est majeur et c'est vraiment un problème de confiance entre le médecin et le patient. Et il y a parfois, on l'a appris avec la prise en charge des patients atteints de sida, où on a fait intervenir des infirmières pour interroger les patients et d'avoir un autre acteur de santé, parfois ça mettait les gens un peu plus à l'aise. Vous ne pouvez pas dire au docteur qui se cassait la tête, qui avait l'air sympathique, qui ne prenait pas les médicaments, mais l'infirmière, c'est un peu plus facile de dire non, finalement, j'ai arrêté le traitement depuis 1 mois. Et ça, c'est important. Voilà. L'observance, ce n'est pas si simple que ça pour les patients. La chirurgie, alors, dans la chirurgie, c'est vécu souvent comme un échec. C'est un échec du traitement médical. Alors, que ce soit la chirurgie en urgence ou élective, elle apparaît comme une solution à un échec. Et évidemment, tout de suite, c'est la peur des complications, la peur de la chirurgie lourde, la peur aussi de la stomie, de la poche, et aussi, je suis opéré, mais je risque quand même de récidiver. Voilà. Alors la chirurgie, ça a beaucoup bougé, notamment maintenant, la plupart des chirurgiens opèrent par cœlioscopie, et c'est vrai qu'il n'y a pas que le problème esthétique, on a surtout une réhabilitation plus rapide des gens en post-opératoire, et puis surtout, on va le voir, grâce aux nouveaux traitements, notamment aux biothérapies, on opère moins. Dans cette étude, vous voyez que le taux de chirurgie, au fur et à mesure des années, a quand même globalement diminué dans la maladie de Crohn. Alors, il y a eu des changements dans la prise en charge de la maladie inflammatoire intestinale, notamment de la maladie de Crohn. Ça, c'est un article qui montre que, effectivement, depuis la description par M. Crohn en 1932 de la maladie, où on opérait à l'époque près de 80% des patients, on opère de moins en moins. Et ce qui a beaucoup changé, c'est l'avènement des nouvelles thérapies, que ce soit les immunosuppresseurs et maintenant les biothérapies. Donc on opère moins, on est passé à des traitements, on va dire, plus médicaux. Et ces traitements médicaux interviennent dans la prise en charge un peu plus précocement. On fait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du step-up accéléré. On ne laisse plus les gens à des traitements peu ou pas efficaces longtemps. On a la chance maintenant d'avoir des molécules plus efficaces. Et dans les biothérapies, on a eu longtemps que les anti-TNF et maintenant on a d'autres molécules à notre disposition. Alors, l'essai thérapeutique, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais ça, c'est quelque chose d'important parce que, d'abord, c'est l'accès à des nouvelles molécules. C'est l'accès possible à des nouvelles molécules. C'est aussi un devoir, évidemment, d'information du médecin qui doit bien expliquer les tenants et les aboutissants de l'étude pour être vraiment éthique. Mais sachez que, en tout cas dans notre pays, les essais thérapeutiques proposés, et c'est la loi, passent devant des comités de protection des personnes. Donc quand on en arrive à proposer un essai, c'est qu'a priori, il est éthique. Et quand on est dans un essai, c'est un critère qualité, on est souvent extrêmement bien suivi. Donc je pense, je le dis, c'est important, il ne faut pas avoir peur des essais thérapeutiques. Ça permet effectivement de pouvoir accéder à des nouvelles molécules. Et d'ailleurs, certains patients très bien informés viennent dans nos équipes en disant « je viens pour tel traitement ». Parce qu'ils ont trouvé l'info sur Internet. Je sais que vous êtes un centre où vous avez telle molécule, donc ça m'intéresse, je viens vous voir pour tel traitement. Donc l'info, elle circule. Et les essais, alors j'ai mis un petit dessin là, de Wolinski là, pour dire les essais thérapeutiques, c'est pas que ça. De nos jours, c'est très réglementé. Et je pense que nos essais, en tout cas dans notre pays, sont tous éthiques. En tout cas, ils passent tous par des comités de protection des personnes.
Alors, deuxième avis, alors, je l'ai dit, hein, oui, bien sûr, je suis pour le deuxième avis, pas n'importe lequel. Là, récemment, vous avez tous entendu parler de ce site internet où on pouvait, pour près de 300 € avoir un avis. Je crois que ça, c'est... Voilà, je pense que ça, c'est un vrai problème. Hein, et donc, le deuxième avis, oui. Alors, plutôt, un médecin expert, on se met d'accord sur quel médecin, etc. Mais un deuxième avis, oui, sûrement, mais pas n'importe où, n'importe comment. Les thérapies complémentaires, je pense que ça a été abordé ce matin par le docteur Nahon, et notamment l'étude qui a été coordonnée, qui s'appelle SUMMAC. Alors, ça, c'est intéressant parce que d'abord, c'est 2/3 des patients. Et si on ne pose pas la question, on passe à côté. 2/3 des patients font appel aux thérapies complémentaires. Alors, moi, je les appelle complémentaires et pas alternatives. Hein, c'est bien complémentaire. Et d'ailleurs, bien souvent, les patients n'abandonnent pas la thérapie, on va dire, classique. C'est un complément. Et il y en a plein. Et ce que montrent les études, c'est que ça apporte en tout cas un gain sur la qualité de vie. Au moins dans 50% des cas, à peu près, selon les thérapies complémentaires, 50%. Hein. Et récemment, on a eu une étude qui s'est intéressée au yoga, l'intérêt du yoga dans la RCH, qui a montré que ça ne faisait rien sur les scores, on va dire, endoscopiques ou histologiques de la RCH, mais quand on s'intéresse à la qualité de vie, ça faisait du bien aux patients. Alors, je ne vais pas revenir sur les associations, surtout ici. Hein, pour moi, c'est dès l'annonce diagnostique, on a parlé des associations, et je l'ai déjà dit, parce que ça va contribuer à améliorer la qualité d'information des patients. L'éducation thérapeutique, je n'ai pas trop le temps de m'appesantir, mais ce n'est pas si simple parce que, en fait, dans nos établissements de soins, on a des problèmes de moyens. Hein. Il faut avoir les moyens pour faire une éducation thérapeutique de qualité. Et malheureusement, ce n'est pas dans le prix de journée, ce n'est pas dans la T2A, ce n'est pas là-dedans. Et donc, c'est des aides supplémentaires qui peuvent venir de nos tutelles, mais pas si simples à obtenir. Et c'est aussi du temps, hein, c'est du temps et de l'énergie qui paraissent indispensables, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Alors la fin de vie, fort heureusement, je parle des Mickey, hein, ce que je connais le mieux, fort heureusement, le pronostic des Mickey, alors ça c'est une étude sur la RCH qui montre qu'il y a une surmortalité la première année. Puis ensuite, finalement, il y a une espèce de plateau. Cette maladie est certes invalidante, mais il n'y a pas une surmortalité majeure par rapport à la population générale. Mais on est confronté, et ça m'est arrivé, à on va dire des drames, et ça c'est pas facile, et c'est là l'importance de la personne de confiance, c'est là aussi l'importance des prises en charge pluridisciplinaires. Et c'est des phénomènes, voilà, où on ne peut pas s'y préparer comme ça, c'est des phénomènes compliqués. Alors, la vraie vie, je juste parler de deux patients, parce que pour être concret, ça sera concret. Pour terminer. Ouais, je vais aller à la conclusion si tu veux. Non. Mais c'est l'histoire de deux malades que je connais bien, qui sont deux frères jumeaux, qui ont les deux la même maladie qui a été extrêmement invalidante, mais je vais aller à la fin de l'histoire. Alors, juste un mot, l'info des patients, une fois le papa, ils étaient mineurs hein, quand je les ai connus, ils avaient 11 ans, et donc le papa, en 97, m'amène, il n'y avait pas Internet à l'époque comme aujourd'hui, à découper le Monde, parce que dans le Monde, il y avait un article qui parlait d'un médicament anti-TNF, infliximab. Il me pose ça sur le bureau, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, en France, on ne disposait pas de l'infliximab, on l'a eu qu'en 99. Mais clairement, il était informé, les gens cherchaient l'info et obtenaient l'info, et clairement aussi, dès que le médicament était disponible, on l'a proposé à ses enfants, et ça a changé complètement leur vie. Alors, je vais aller assez vite parce que je suis bavard, hein, j'avais dit que j'étais bavard au début. Hein. Et donc, les deux, d'ailleurs, sont sous anti-TNF actuellement. Et on a, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la fin. Alors, l'histoire, elle n'est pas finie, ça fait 25 ans que je les suis, et on sait qu'il y a des hauts et des bas dans cette maladie. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a 25 ans de recul, il y a 25 ans d'objectifs partagés avec les parents et les enfants, et maintenant ils sont adultes. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a aussi un peu de complicité qui est établie, c'est normal, entre les patients et les médecins. Et c'était le thème du sujet, je dirais que c'était 25 ans d'équilibre aussi.
parce qu'on a eu des hauts et des bas, évidemment, dans la prise en charge. Ça n'a pas toujours été si simple que ça. Voilà. Alors en conclusion, je dirais que c'est sûr que la relation médecin-patient a changé, ne serait-ce que les progrès médicaux, le développement de la prévention ou encore la multiplication des acteurs sont autant de facteurs qui modifient le paysage médical et la relation médecin-patient. Il y a un élément constant qui doit demeurer, c'est que cette relation, c'est une alchimie unique qui ne se conçoit que s'il y a une compétence, ça c'est très important, qu'il y ait une compétence médicale réelle et un objectif partagé, c'est la qualité des soins. Et la relation médecin-patient, c'est un maillon essentiel dans la démarche de santé. D'abord, c'est un problème d'éthique médicale fondamentale. Deuxièmement, le diagnostic, l'écoute, la prise en compte de la situation personnelle du patient, c'est un problème majeur. Le choix thérapeutique se fait en adaptation avec les besoins du patient, avec un vrai dialogue. La santé collective et individuelle doivent être pris en compte et, on le sait de nos jours, l'équilibre économique doit tenir compte d'un tas de facteurs et dans la relation médecin-patient, évidemment, ça peut jouer sur le dialogue entre le médecin et le malade. Je vais en finir là et je vais répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci.